tous et à toutes et bienvenue, je suis Martial Olive. Alors j'espère que ça peut être la forme de votre côté, j'espère que vous préparez très bien l'effet de moi de votre côté. De mon côté, ça va plutôt bien. La dernière fois, on a vu comment créer une application basique en Flask, vraiment une application très basique en Flask, pour comprendre un peu le contrôle flow qu'il y avait derrière. Aujourd'hui, on va voir comment on va parler du routing en Flask, on va parler de requête get, ok, et comment est-ce que on peut définir, on peut créer des paramètres dans une requête URL, dans une requête get, ok. Donc, si vous n'avez pas suivi la dernière vidéo, vraiment, allez sur ma chaîne et voyez la dernière vidéo que j'ai publiée pour mieux vous retrouver dans la vidéo d'aujourd'hui, ok. Alors, c'est parti les gars. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière vidéo, je vous invite à suivre la dernière vidéo pour facilement vous retrouver dans ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on va exécuter d'abord cette application et on va essayer d'accéder à la ressource principale de notre application, qui est celle-ci, c'est-à-dire qui fait référence à la home page. C'est-à-dire qu'on va faire Python, on passe le nom de notre fichier, c'est-à-dire app.py. Voilà, on lance. On voit le serveur qui est opérationnel et on peut accéder à notre application à travers cette adresse, c'est-à-dire 127.0.0.1 2.5000. 2.5000 fait référence au port par défaut de Flask. Donc, je viens là dans mon application, je tape cette adresse et boum, j'ai voilà l'information, le message test Flask. Alors, la différence ici, c'est qu'on a ajouté une autre ressource. On dit que si l'utilisateur accède à la ressource index, alors affiche également le message test Flask. Ok, donc cette fonction test Flask est associée à la ressource suivante et également à la ressource index. Ok, donc faisons ce test. C'est-à-dire que si je passe index, ok, également, vous voyez là, index, et il me retourne également le message test Flask. Ok, donc ça marche. Donc par la suite, maintenant, on va voir ce qu'on appelle les query strings. C'est quoi une query string? Alors, analysons rapidement ce morceau de code. Ok, donc on a ici la ressource test. Voilà, on a la ressource test et on a la fonction query string. Ok. Cette fonction queryString va me retourner ce message, cette chaîne de caractères. C'est-à-dire que ce message, on voit là même dans cette chaîne de caractères, on voit des tags HTML, ok, H1. Cette fonction queryString va prendre en paramètre ce qu'on va appeler voiture, qui prend une valeur par défaut Fiat, ok. Et puis on utilise ici un objet request. Un objet request qu'on a importé ici de la librairie Flask. Donc on importe l'objet request et on l'utilise ici. Donc on dit à l'objet request de retourner la valeur associée à la clé voiture. Alors pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les dictionnaires en Python, parce que l'objet request n'est rien d'autre que l'équivalent d'un dictionnaire en Python. Alors je vous montre très rapidement un exemple. Vous avez ici un dictionnaire, voilà, qui prend comme clé voiture et qui prend comme valeur BMW. Ok. Pour accéder à la valeur de la clé voiture, je passe sur le dictionnaire R qu'on a déclaré plus haut, la fonction. Je passe la clé voiture à la fonction get. Il va me retourner donc la valeur associée à la clé voiture qui est BMW. Alors, donc c'est le même fonctionnement ici. Ok, c'est le même fonctionnement ici. C'est-à-dire que je demande à l'utilisateur de me retourner la valeur associée à la clé voiture. Ok, donc testons un peu ce processus. Alors on retourne dans notre navigateur. On accède à la ressource test. Et là, on voit le message affiché, ma voiture est une Fiat. Ok, ma voiture est une Fiat. C'est-à-dire que la valeur par défaut, c'est Fiat. Donc, il me dit la valeur
ma voiture est une Fiat parce que la valeur par défaut de voiture est Fiat. Donc, on peut modifier cette information. Comment est-ce qu'on peut faire pour modifier? C'est moi l'utilisateur. Donc, je voudrais... Alors, disons que je voudrais que ma voiture soit... je sais pas moi, je passe le point d'interrogation. Tu dis voiture. Disons que ma voiture est une, voilà, est une Ferrari, par exemple. Donc, Ferrari, ok. Et voilà. Donc là, il me dit, ma voiture est une Ferrari. On voit très bien que dans la requête get, ok, dans le navigateur, on passe la clé qui est voiture et on passe la valeur de la voiture qui est Ferrari. Ok. Donc là, il me retourne, ma voiture est une Ferrari. Ok. Donc on comprend très bien, c'est ce à quoi sert une query string. Ok. Donc, prenons un exemple simple pour simplifier l'explication. Si on supprime toute cette valeur dans notre fonction, ok, on supprime également la valeur suivante. Voilà. Donc, on va faire un test. On retourne dans notre navigateur. Et là, le navigateur m'affiche ma voiture est une non. Non, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de valeur associée à la clé voiture. Aucune valeur associée à la clé voiture n'a été fournie. C'est la raison pour laquelle il me retourne la valeur non. Ok? Donc, ça veut dire que si on retourne à ce qu'on avait avant et qu'on modifie la valeur par défaut, disons que la valeur par défaut c'est BMW. Ok? Voilà, on a modifié la valeur par défaut. Donc, je m'attends à ce qu'ils me disent que ma voiture est une BMW. Donc, là, je rafraîchis ma page. Et là, je vois ma voiture est une BMW. Exactement. Donc, c'est un peu ça une query string. Donc, il se comporte comme un dictionnaire en Python, autant pour moi. Donc, vous passez une clé. Et à la clé, vous passez une valeur. Vous passez sa valeur. Ok? La valeur associée à la clé. Et puis, pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire ces accolades, tout simplement, c'est juste pour signifier on utilise donc la méthode de format pour passer la valeur de queryval suivante. Donc, si vous avez dans une chaîne de caractères, chaque fois que vous voyez les accolades, sachez que juste après cette chaîne de caractères, vous passez la méthode format pour passer la valeur associée. Voilà, donc la valeur associée qui est, dans ce cas de figure, est queryval. Ok. Donc ça c'est un peu comment fonctionnent voilà les query strings. Ok. Donc maintenant on peut se passer d'utiliser l'objet request et on va le voir à travers ce bout de code suivant. Alors dans ce bout de code maintenant j'ai deux ressources associées à une seule fonction que j'ai appelée noQueryString. Cette fonction va me retourner le nom d'un utilisateur, tout simplement. Alors, cette fonction prend en paramètre une variable qui s'appelle name, que j'ai passée d'abord dans ma ressource. Donc, c'est comme ça qu'on passe une valeur, une variable dans une requête, ok, en Flask. Vous avez là, vous le passez entre le signe inférieur et le signe supérieur, vous passez le nom de la variable. Cette même variable, vous la répétez ici. Et puis, vous l'associez une valeur par défaut. Ok. Dans ce cas de figure, la valeur par défaut est Linda. Donc, on va lui dire bienvenue Linda, tout simplement. Donc, si j'accède à la ressource user, qu'est-ce qui va se passer? Voyons voir. Donc, je viens dans mon navigateur, je passe à la ressource user. Et là, il me dit bienvenue Linda. Ok. Je peux modifier le nom de l'utilisateur directement dans ma requête URL. Ok. Parce que à la ressource user variable, c'est-à-dire que variable name, si l'utilisateur passe un nom, ce nom-là sera affiché immédiatement. Donc si je viens ici et que je mets Sorel, par exemple,
il va me dire bienvenue sur elle, tout simplement. Ok. Donc ça, c'est une autre façon d'utiliser des variables dont des paramètres dont l'URL sans utiliser les query strings. Donc vous notez ici qu'on n'a pas eu besoin de spécifier le point d'interrogation, c'est-à-dire le point d'interrogation, la variable name égale, on n'a pas eu besoin de faire ceci parce qu'on n'est pas en train d'utiliser l'objet request, ok? Parce qu'on passe notre variable directement dans l'URL et immédiatement dans l'URL, on spécifie le nom. On spécifie le nom et le nom est immédiatement affiché après. Donc, maintenant, on va essayer de voir qu'on peut passer des paramètres avec un type bien spécifique. Ok, un type bien spécifique. Alors, dans ce cas de figure, on a une ressource qui s'appelle text, qui est associée à un paramètre name de type string. Ok, donc on peut spécifier donc le type du paramètre que l'on passe en URL. Cette variable est répétée dans la fonction working with string et qui va me retourner tout simplement the string you just pass is, voilà. Testons également cette ressource. Alors, je viens dans mon navigateur, je fais test, ok, et puis je spécifie la ressource, disons que je vais accéder à la ressource biscuit, voilà, donc, et j'appuie entrée, et puis il me dit the string you just pass is biscuit, ok. Donc, assez pragmatique, assez simple à comprendre. Donc, je passe une variable, un paramètre de type string. Alors, sachez que par défaut, déjà, le paramètre passé dans l'URL est de type string. Donc, dans ce cas de figure, on a spécifié. Et il me retourne n'importe quel... voilà, donc tous les paramètres que je passerai, il interprétera comme une chaîne de caractères. Donc si je passe, disons, voilà, computer, ok, il me dit the string just pass is computer, ok, ça fonctionne très bien. Maintenant, il peut y avoir des cas où on voudrait que le type de paramètre passé soit un entier naturel, ok, ou un nombre décimal, ok. Donc voyons cet exemple à travers ce petit bout de code suivant. Alors, on a la ressource numbers qui prend un paramètre, un type entier, ok, comme on voit là, int. Et puis, on va essayer de voir comment ça fonctionne. Donc, j'accède à ma ressource numbers. Et puis, je lui passe une valeur, disons 100. Et puis, il me dit, the number you just passed is 100. Ok, donc là, ça fonctionne. Maintenant, supposons qu'on lui passe une chaîne de caractères. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si on lui passe une chaîne de caractères? Disons pipo, voilà. Et là, le serveur nous répond en disant not found. The request URL was not found on the server. If you enter the URL manually, please check the spelling and try again. Donc, pratiquement, le serveur nous retourne un message d'erreur, il ne comprend pas, parce qu'il s'attendait à ce que le paramètre passé dans l'URL soit un entier naturel, comme on a spécifié ici. Donc, si on ne spécifie pas un entier naturel, il nous retourne une erreur. Donc, si maintenant je viens ici, je précise, disons, je mets la 2018, il va me dire the number you just passed is 2018. Donc, il me dit 2018. Donc, là, ça fonctionne. Alors, ici, on a également une autre ressource qui s'appelle add. OK? Et là, on passe deux paramètres dans notre URL. C'est-à-dire que deux valeurs, deux variables de type entier naturel, de type int, comme vous voyez là. On les repasse dans notre fonction et puis on les affiche par là à la fin. OK? Donc, on fait la somme des deux valeurs entiers naturelles passées dans le paramètre URL. Testons également cette fonctionnalité. Alors, on va dans Numbers. Assurons-nous que la ressource s'appelle add. Donc, on vient ici, on passe, voilà, add, puis
le premier nombre, en disant que le premier nombre c'est 17 et puis le deuxième nombre c'est 26. Ok. Et là il me dit the sum is 43. Donc la somme c'est 43. Donc il a fait la somme entre 17 et 23. Ok. Maintenant supposons que changeons le type du paramètre passé dans l'URL. Transformons ce paramètre en float, ok, un nombre décimal. Et puis, voyons ce que le serveur nous retourne. Alors, le serveur nous dit not found, c'est-à-dire qu'il nous affiche de nouveau un message d'erreur. Pourquoi? Parce qu'il s'attendait à ce que les deux paramètres soient de type antinaturel, comme spécifié ici. Voilà, il s'attend à ce que les deux paramètres passés dans l'URL soient de type antinaturel. Mais l'utilisateur, ici, a spécifié que le deuxième paramètre doit être de type décimal. Alors le serveur ne comprend pas et retourne un message d'erreur, tout simplement. C'est le cas, même si le premier paramètre on modifie, il va toujours nous transformer, il va toujours nous renvoyer un message d'erreur. Si par contre on modifie et on passe 50, ici on passe sur 60, et là il nous dit the sum is 110. Donc la somme est tout simplement 110. Donc vous voyez que ça fonctionne très bien. Il est très important donc de faire attention au type du paramètre passé dans l'URL. Ok. On a un autre exemple plus bas ici avec les floats, c'est-à-dire des nombres décimaux, autant pour moi, qui sont accessibles à travers la ressource product. Donc on va faire le produit de ces deux valeurs passées dans l'URL. Donc on va également essayer ce cas de figure. On vient, on spécifie product, ok. Disons que premier paramètre c'est 20,3069 et le deuxième paramètre c'est 0,5, ok. Et là il me dit the product is, voilà, 10,345 et voilà, il a fait tout simplement une multiplication entre la première valeur et la seconde valeur et ça nous retourne 10,345. Si effectivement l'utilisateur, comme parfois il peut être un peu stupide, si l'utilisateur passe 13 comme deuxième paramètre, le serveur retourne également une erreur, voilà, une erreur, et dans ce cas de figure, c'est très simple, voilà, le serveur s'attend à ce que le second paramètre soit de type float, que le premier également soit de type float, c'est-à-dire que si ce ne sont pas des nombres décimaux, il va nous retourner tout simplement une erreur. Donc, si on vient et qu'on modifie cette valeur comme 13, je sais pas moi, 25, voilà, il me retourne le produit tout simplement de ces deux valeurs, ok. Voilà. Donc ceci c'est un peu vous montrer voilà un peu comment ça fonctionne, voilà le routing en Flask, comment ça fonctionne également les requêtes get avec des paramètres dans les URL. Donc vous voyez ces exemples-ci, vous pouvez les tester également chez vous à la maison. Voilà, un dernier cas de figure que j'aimerais spécifier comme bonus dans cette vidéo. Vous voyez que dans chaque cas de figure, ici, on retournait une chaîne de caractères avec des tags, comment est-ce qu'on appelle ça? Voilà, avec des tags HTML comme H1, comme vous allez voir, chaque fois on a passé H1 sur les tags HTML. Ici, au lieu de retourner à chaque fois une chaîne de caractères, on accédait directement au fichier HTML. C'est ce qu'on va voir dans à travers cette ressource qu'on appelait template, qui retourne une méthode render template. Voilà. Cette fonction également est importée de Flask, ok, du module Flask, ok. Qu'est-ce qu'il fait? Pratiquement, lui, il va aller regarder dans le dossier template s'il n'y a pas un fichier HTML. Donc, dans ce fichier, dans ce dossier template, définition, créons un fichier HTML, c'est-à-dire qu'on vient ici directement, on crée notre fichier HTML file, qu'on va appeler hello. Voilà. On appuie OK. Voilà. Donc, directement, on a un code, un template, voilà, un code HTML prêt
à être utilisé ou à être modifié. Donc, je viens dans mon body et je définis du welcome, par exemple. Disons welcome in my first Flask application. OK. This is from HTML. OK. Donc, mettons plutôt ici du H1. Voilà. Donc, on a notre fichier HTML. Donc, dans cette fonction render template, on va passer le nom de notre fichier HTML suivant. C'est-à-dire que le nom de ce fichier, on va l'appeler hello.html. OK. Voilà, exactement. Alors, Flask, automatiquement, il va aller lire dans le dossier template. Il va aller chercher dans le dossier template un fichier HTML qui s'appelle hello.html. Voilà. Donc, essayons et testons cette fonctionnalité qu'on vient d'implémenter. Alors, accédons à la ressource template. Donc, on accède à la ressource template maintenant. Et là, on voit le message Welcome in my first Flask application. This is from HTML. Donc, vous voyez que Flask, vraiment, il est assez flexible. Voilà, il est assez flexible. Chaque fois que vous spécifiez cette méthode, il est beaucoup plus facile. Donc, ainsi, vous utilisez la méthode render template. Vous définissez un fichier dans votre dossier templates. Donc, tenez bien en considération que si ce dossier template, s'il y a une erreur dans ce nom, alors l'application va vous retourner un code d'erreur. OK? Alors, essayons de tester. C'est-à-dire qu'on fait un rename, un refactory, un rename du dossier. Et disons que le dossier s'appelle template sans S. OK? Essayons de voir ensemble. Refactor. Donc, on voit bien que ce dossier maintenant s'appelle template. OK? Au lieu de templates avec S à la fin. On fait partie de nouveau notre application. Et là, on voit une exception. Template not found. Une erreur s'affiche template not found hello.html. Pourquoi? Parce qu'il s'attend à ce que le dossier s'appelle templates. C'est-à-dire qu'avec S à la fin, c'est un standard en Flask. Donc, il va aller lire tous les fichiers HTML dans le dossier templates qui s'écrit exactement comme vous le voyez là à l'écran. Templates avec S à la fin. Donc, faites très attention à ne pas commettre une erreur sur voilà, templates. OK. Donc, maintenant, si je fais des modifier, maintenant, si je fais partie de nouveau mon application. Voilà. Donc, templates. Alors, voyons voir. Mon serveur a certainement crashé. 404 exactement, on a templates, OK, donc templates, attention, on a commis une erreur sur la ressource, voilà, on a le welcome in my first Flask application, this is from HTML, donc faites vraiment très attention à comment est-ce que vous nommez les dossiers de votre projet d'application Flask. OK? Donc, nommez-les exactement comme il est affiché ici à l'écran. Donc, je répète que tout ce code qu'on a vu aujourd'hui, il est accessible directement sur la repository que j'ai créée sur GitHub. Donc, allez dans la description et vous pourriez télécharger le code et essayer à la maison. OK? Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine dans une nouvelle vidéo. Si elle vous a plu, aimez la vidéo, partagez-la autour de vous. Et si vous avez des questions ou des doutes sur quelque chose qui a été fait dans cette vidéo, vraiment n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Voilà, donc à plus.